Madame, Monsieur, bonjour. Toute la côte est en plein boom, un boom démographique avec une hausse importante de la population ces prochaines années. On va s'intéresser aujourd'hui à une ville, Gland, qui doit revoir son urbanisme et sa gestion en vue de l'accueil de ses nouveaux nombreux habitants. On en parle avec une partie de la municipalité, à commencer par Thierry Genoux. Bonjour. Vous êtes le municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme. Avec nous également Isabelle Monet. Bonjour à vous. Vous êtes municipal en charge des affaires sociales, du logement, de la culture, du culte, de la politique de la santé et des personnes âgées. Et avec nous également Christine Giraud. Bonjour. Le municipal en charge de l'enfance, de la jeunesse et des écoles. Et avec nous également monsieur le syndic Gérald Cretegny. Bonjour à vous. Bonjour. Je commence avec vous, monsieur Cretegny, en tant que syndic. Vous représentez évidemment la municipalité. Quelle est aujourd'hui la vision de la municipalité pour les prochaines années à Gland? Alors, la vision, en fait, on a eu un événement, si j'ose commencer par là, on a eu un événement qui est la gare, on y reviendra peut-être après, l'inauguration de la gare il y a quelques jours, et cette inauguration est tout à fait symbolique sur la vision qu'a la municipalité. C'est-à-dire que cette vision municipale, elle vise naturellement à pouvoir délivrer des équipements qui permettent d'assurer les éléments nécessaires à la vie des Glandois, mais en même temps aussi des équipements qui permettent d'assurer aussi ou de développer les liens entre cette population. Hein. Alors la gare, c'est la question nord-sud, c'est la question d'avoir une certaine aisance dans ces équipements qui permet aussi aux gens de se retrouver, c'est le marché, c'est différentes choses finalement qui constituent ce que la municipalité voit pour sa ville, c'est-à-dire une ville effectivement qui se construit, qui poursuit sa croissance, pas forcément par volontarisme de la ville, mais parce qu'il y a toujours du monde qui arrive ici à Gland. Et en même temps, c'est de savoir qu'autour de ces bâtiments, autour de ces équipements, il faut absolument que l'on mette toute cette chair qui consiste à pouvoir assurer ces relations, cette vie, en fait, simplement la vie que l'on doit pouvoir avoir quand on habite quelque part. Alors justement, restons sur l'exemple de la place de la gare. Vous l'avez dit, inaugurée dernièrement. Thierry Genoux, comment est-ce qu'on transforme cette vision en la réalité qu'on connaît à la place de la gare? Alors c'est vrai que c'est un lieu extrêmement important pour la ville, hein. C'est un lieu central, c'est un lieu justement, comme Gérald vient de le dire, c'est un lieu de réunion aussi, c'est aussi un lieu où on prend le transport pour se rendre dans les grandes villes avoisinantes. Et c'est vrai que là, comme je l'ai dit lors de l'inauguration, on est au milieu de la métamorphose de notre gare qui datait de quelque chose comme 1937. Donc on a en 10 ans, puisqu'on a commencé en 2007, on a en 10 ans fait la moitié de notre métamorphose. Maintenant, c'est vrai qu'on doit jouer avec des interlocuteurs comme les CFF, inévitablement, puisque c'est un pôle énorme de transfert multimodal. Et c'est vrai qu'aussi, on doit convaincre la population, on doit convaincre, bien évidemment, les riverains qui ont eu énormément de gênes et de nuisances tout au long de ce chantier. Donc c'est vrai que c'est un gros travail de communication, c'est un gros travail technique. Nos équipes techniques dans la commune ont fait un énorme travail de coordination avec les CFF, avec les ingénieurs, avec les entreprises. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail pour arriver à un résultat qu'on a pu voir et qu'on peut voir maintenant sur place. C'est vraiment quelque chose qui remplit absolument nos attentes concernant le centre de notre ville. Mais on n'est qu'à la moitié. Isabelle Monet, du point de vue de la politicienne que vous êtes, qu'est-ce que vous dites quand vous constatez, là vous êtes en train de redessiner la ville pour la prochaine génération? Qu'est-ce qu'on se dit à votre place? On se dit que faire pour que cette ville reste attractive, qu'elle le devienne encore plus. On pense à la population existante. On a envie que cette population elle ait du plaisir à vivre dans cette ville, à le transmettre autour d'elle. On a envie d'apporter beaucoup de choses qui concernent aussi bien la santé, qui concernent le sport, qui concernent la culture. Tout simplement que les gens aient du plaisir à vivre dans cette ville, qu'ils aient en même temps les infrastructures pour se rendre à leur travail, parce qu'on sait que la ville de Gland est une ville où il y a quand même passablement de pendulaires. Donc comme le disait Gérald ou Thierry tout à l'heure, c'est clair que la place de la gare, avec une gare de notre époque et puis digne de notre époque, c'est quand même un plus pour cette population. Christine Giraud, on a souvent dit que Gland était une ville dortoir, liée justement à ces pendulaires. Vous êtes bien placé pour constater que de moins en moins, notamment concernant les écoles, il faut répondre à une demande et surtout anticiper. Comment on fait pour anticiper le nombre d'habitants qui arriveraient dans 10, 15 ans? Alors c'est la grande équation, effectivement.
On n'a pas la boule de cristal, c'est évident. Néanmoins, on voit quand même que dans les planifications régionales et cantonales, les villes-centres sont évidemment bien dotées en termes de construction future. On voit aussi l'évolution sur les années dernières. Donc, on fait des extrapolations. On imagine un petit peu le nombre d'habitants qu'on aura dans quelques années. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a une bonne dose aussi d'anticipation, mais aussi un petit peu de vision. Et parfois, peut-être un peu de courage, se dire, bah oui, il faut absolument construire, il faut anticiper. Avec le risque de se tromper. Bien entendu, parce qu'encore une fois, on ne peut pas exactement savoir le nombre d'habitants ou en tout cas d'enfants qu'on aura. Mais je crois que c'est aussi un petit peu le travail d'un politicien puis d'un collège municipal de prendre aussi de temps en temps un peu des risques et puis de dire, bah voilà, pour les 10 années qui viennent, il faut absolument avoir des classes supplémentaires. Et on doit un peu se fier aussi à l'histoire et voir un peu comment les choses se sont déroulées par le passé. Donc, prendre quelques risques, ça fait partie un petit peu du métier. Et puis ensuite, bah, évidemment qu'on s'appuie aussi sur des planifications cantonales. La DGO, notamment donc la Direction générale d'enseignement obligatoire, a aussi un certain nombre d'éléments en sa possession qui nous permettent ensemble d'anticiper un petit peu les besoins futurs. Et après, ben voilà, il y a les réalisations qui vont avec, les crédits de construction qui sont demandés à notre conseil communal. Et tout ça, ça s'enchaîne et finalement, on s'aperçoit que les besoins sont quand même toujours avérés. Et puis au bout, l'aboutissement, place de la gare. Alors bien compris, on n'en est pas encore au terme de ce long serpent de mer, Thierry Genoux, mais quand même, lors de l'inauguration, il y a de l'émotion. Non, mais c'est évident que c'est des gros chantiers, c'est des grosses mutations, c'est des éléments extrêmement importants et qui sont pour toute la population. On a eu des quartiers qui sont sortis de terre, on en aura encore, on a des constructions, on a des lieux de vie qui apparaissent, mais c'est vrai qu'un chantier comme ça, c'est vraiment c'est le poumon de notre ville, donc c'est là où il faut. Alors après, on compte beaucoup sur les associations, sur les citoyens pour animer ces lieux-là, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire de pouvoir inaugurer un lieu pareil, c'est clair. Isabelle Monet, vous disiez tout à l'heure qu'il faut penser aux habitants qui vont venir, mais aussi aux habitants actuels. On pense à ceux qui étaient dans le quartier de la gare et qui le sont. Il y a énormément de travaux. Dans différents points de la ville, il y a des chantiers qui vont arriver, qui sont actuellement en cours. Quel est le retour de la population? Comment on fait pour convaincre la population que c'est important et que, oui, pendant peut-être 2 ans, 3 ans, il y aura des gros travaux, mais au bout, ils vont être gagnants? Je pense que ça me fait penser au conseil communal qu'on avait eu lorsqu'on a dû défendre le projet de la Combat, lorsqu'on a parlé aux conseillers en disant « écoutez, c'est des appartements pour vos enfants ». Mais là, je pense qu'il y a une résonance qui est assez particulière parce que finalement, on se rend compte que lorsqu'on est parent, on est peut-être arrivé un jour ou l'autre dans la ville de Gland, on a des enfants et puis un beau jour, nos enfants sont grands et ils se disent « mais est-ce que je vais pouvoir continuer à y vivre? Est-ce que les loyers vont être abordables ?» Et je pense que si une municipalité se penche sur le sujet, essaye de négocier des plans de quartier où il y a une possibilité d'obtenir des appartements à loyer abordable, c'est déjà un plus de ce côté-là. Alors ça, c'est une chose, pardonnez-moi, des loyers abordables. Puis il faut aussi, j'imagine, faire en sorte qu'on ait des bons contribuables, classe moyenne supérieure, qui puissent venir. Comment on arrive à ménager, si j'ose dire, la chèvre et le chou? Bon, ça, c'est jamais tellement évident de décider très rapidement comment on va attirer ces bons contribuables. Mais le fait déjà de proposer des appartements peut-être avec des surfaces habitables un petit peu plus grandes, on sait qu'automatiquement, c'est des gens qui vont avoir des revenus un petit peu plus élevés qui vont s'intéresser. Mais de l'autre côté, je reviendrai sur nos jeunes. C'est clair que nos jeunes, actuellement, je pense que la plupart ont des bonnes formations, ils sont peut-être en début de carrière. Le fait de pouvoir les garder dans notre ville, c'est des gens qu'à un moment ou un autre vont avoir des revenus plus importants et puis déjà se focaliser sur eux en se disant, moi je pense sur le long terme et puis en apportant tout ce qui est possible aussi pour faciliter la vie de ces gens. Comme Madame Giraud le dit, d'avoir suffisamment d'écoles, suffisamment d'infrastructures, que ce soit au niveau sportif, que tout ce qui fait en fait la vie d'une ville, qu'elle soit à disposition de sa population pour maintenir cette population. Le fait d'avoir continuellement des gens qui arrivent et qui partent, c'est difficile ensuite de gérer. Là, je pense qu'on doit vraiment se focaliser là-dessus. La question de l'attractivité, un sujet sensible pour l'enfant, c'est les places de crèche. Typiquement, on sait que ça joue un rôle important sur l'établissement de la population dans un lieu donné. Sujet sensible et difficile aussi parce qu'il faut trouver de la place, les infrastructures. On s'en sort?
Alors, dans le Gland, on fait partie du réseau d'accueil des Toblerone, qui couvre donc 16 communes. Notre taux de couverture est relativement bon. La liste d'attente est quasiment, enfin, elle est surveillée régulièrement, et puis on peut dire que ça se passe à satisfaction. Mais là aussi, il y a un grand rôle d'anticipation qu'il faut avoir par rapport à cet accueil. Prévoir le nombre suffisant de crèches, c'est vrai. À Gland en particulier, enfin dans le réseau, mais à Gland en particulier, on a les accueillantes en milieu familial qui nous permettent aussi de jongler et puis finalement de toujours trouver une solution pour les familles. Mais ça aussi, ça fait partie de tout ce travail de politique, de toujours être dans l'anticipation et aussi prévenir un petit peu les besoins nouveaux des familles. Donc je ne peux pas crier, dire tout va bien chez nous, c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas, mais en tous les cas, on travaille vraiment dans le sens des familles, vraiment dans le sens de l'anticipation. Je sors là d'un séminaire de tout le matin avec le réseau d'accueil des Toblerone pour précisément coller au plus près de la réalité des besoins des familles, des enfants, et toujours répondre et être présent quand il s'agit de donner des offres de crèche. Gérald Crotoni, dans ce genre de cas, quand on revoit avec des projets d'importance, on oublie parfois que, en tant que politicien, on se retrouve assez seul finalement, et surtout on doit pouvoir collaborer avec un nombre incalculable d'acteurs. On a parlé de la population, ça peut être l'État, ça peut être d'autres communes, ça peut être des privés. Ces éléments-là, dans quelle mesure est-ce que vous êtes liés finalement au bon vouloir d'autres sur ces éléments-là, sur des projets d'envergure? Alors, je crois qu'effectivement, c'est un réseau, un réseau maillé qui est maillé très fin et qui a des contraintes et qui peut peser assez lourd. Dans certains projets, vous devez avoir, et dans la plupart des projets, vous devez avoir bien sûr l'aval de votre conseil communal, vous devez avoir l'aval ensuite des services du canton, il peut y avoir aussi l'aval de la Confédération. Si on prend la gare, telle qu'on l'a présentée tout à l'heure, c'est vraiment un exemple intéressant. On se retrouve aussi dans le cadre de l'agglomération du Grand Genève qui a permis de financer une partie aussi de cet ouvrage. Donc il y a de multiples contraintes qui vont surtout peser sur les questions de calendrier, c'est-à-dire de savoir à quel moment on va pouvoir effectivement mettre à l'œuvre quelque chose. Je pense que le travail qu'il y a là autour est surtout un travail de communication. C'est-à-dire que nous devons pouvoir, non pas tout dire toujours, parce qu'il y a des affaires qui se passent et qui doivent pouvoir se passer d'une manière saine, mais ça veut dire quand même que nous devons pouvoir dire suffisamment pour que les gens puissent comprendre quels sont les enjeux, comprendre où on va, et peut-être comprendre aussi pourquoi tout d'un coup on n'y arrive pas, parce que parfois on n'y arrive pas. Et il faut réussir à montrer à la population que parfois des contraintes externes font que nous n'allons juste pas arriver à mettre au point tel projet. Par exemple, est-ce que vous pouvez illustrer ça par un cas concret qui n'a pas pu aboutir? Alors, je dirais qu'actuellement, on en a quelques-uns. Thierry Genoux qui nage. Oui. Non, on a quelques cas. On a eu, par exemple, l'affaire du biotope de la Ballastière, qui est effectivement un endroit dans lequel on a pu recenser un certain nombre d'espèces de grenouilles très particulières. Aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout que ces grenouilles soient toujours présentes dans ce biotope, mais néanmoins, il est inscrit à l'inventaire fédéral et ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de sortir de cet inventaire, alors que le fait de pouvoir trouver une solution pour ce biotope à l'extérieur de l'endroit où il est aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'un tel biotope a été aussi créé artificiellement, ce n'est pas une création de la nature, c'est une création parfaitement artificielle, donc on imagine, en tout cas au niveau de la municipalité, qu'on pourrait le recréer ailleurs. Mais je n'ose pas imaginer le nombre d'années aujourd'hui nécessaires pour arriver à cela. Et c'est justement la question de l'anticipation aussi. On parlait de la vision, là on parle parfois de projets à 20, 30 ans. En l'occurrence, quand on voit les chiffres de la démographie, c'est cela. Il y a une chose, Thierry Genoux, qu'on ne sait pas forcément et qu'on s'imagine que la commune a beaucoup trop de pouvoir par rapport à la réalité, c'est une chose très pratique et pragmatique, c'est les propriétés foncières. Gland est limitée, elle n'a pas beaucoup de terrain pour pouvoir se développer, c'est un vrai problème. Ouais, c'est vrai, quand on parle du logement à loyer abordable, quand on parle des équipements publics, alors c'est vrai qu'en zone d'équipement public, on est assez bien loti, on a encore assez de marge de manœuvre. Maintenant, c'est vrai que dans toutes les zones de logement, dans la ville elle-même,
On a extrêmement peu de terrain, donc c'est vrai qu'après, alors on part avec des négociations. Alors c'est très très intéressant à faire, mais c'est un peu aléatoire, avec des investisseurs, avec des développeurs de quartier qui viennent vers nous pour développer quelque chose à leur goût. Alors c'est là où on doit être assez perspicace et assez convaincant, je dirais, pour aller vers ces investisseurs et discuter avec eux du potentiel qu'on a de réaliser quelque chose en faveur de notre population. Et ça, on le fait à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Et honnêtement, ça marche très bien. Maintenant, la population n'est peut-être pas toujours au courant des difficultés qu'on a par rapport au foncier. Je crois que ça, c'est clair, on devrait le communiquer peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un problème assez majeur. Isabelle Monet, quand vous vous retrouvez face à un acteur privé pour le convaincre que dans le projet immobilier qu'il puisse prévoir des loyers modérés, comment on arrive à convaincre ? Bon, il y a des lois quand même qui viennent d'être mises en place. Alors, voilà, et puis pas nécessairement, mais vous savez, il faut aussi dire une chose actuellement. Beaucoup d'investisseurs sont contents de proposer des appartements à loyer abordable, tout simplement parce que ces appartements vont être très vite occupés et puis c'est des rentrées qui vont être assurées. Le fait de proposer, de rendement, c'est aussi pour nos caisses de pension, etc. Mais de l'autre côté, le fait de proposer des appartements extrêmement chers ou vraiment à des loyers d'un certain niveau, eh bien, le temps de trouver le locataire va être plus long, les gens ne vont pas pouvoir peut-être rester très longtemps parce qu'au bout d'un moment, la charge du loyer va être beaucoup trop importante. Et les dernières tendances, c'était vraiment de proposer passablement de loyer abordable parce que peut-être que le rendement est un petit peu plus bas, mais au moins il est assuré. Et je dois dire, les dernières négociations qu'on a eues avec des développeurs, eh bien, ils ont tous plus ou moins cette vision. En tout cas, un bon pourcentage de loyer abordable peut être proposé et ça se passe relativement bien. C'est peut-être là qu'on aura pas mal de problèmes d'attirer des contribuables aisés. C'est par ce biais-là. Et c'est là où il faut, on en discute beaucoup aux municipalités, de faire la mixité. Et c'est vraiment... la mixité fiscale entre le profil... La mixité de type de logement, c'est ça. Oui. Et là, on a beaucoup plus de peine à aller vers un investisseur, lui dire, vous nous faites des 150 mètres carrés avec 4 pièces, plutôt que de faire des 2 pièces à 50 mètres carrés. Dans cette période actuelle, c'est là où on a le plus de difficultés, c'est de faire des appartements pour famille. C'est ça qui est... Je pense que l'une des difficultés, c'est effectivement de pouvoir, et ça illustre la question de l'anticipation. On est sur des anticipations où, par rapport, par exemple, à ce sujet des appartements, des petits appartements, on est vraisemblablement sur un marché qui va durer 2, 3, 4 ans, mais pas plus. Et alors qu'on doit pouvoir anticiper et aller beaucoup plus loin. Et si on ne construit pas les bons appartements aujourd'hui, dans 10 ans, on aura un sérieux problème. Ça, c'est certain. Et on arrive déjà bientôt au terme de l'émission. Christine Giraud, je ne vais pas vous demander les secrets des séances de municipalité, mais j'imagine qu'il y a certains sujets beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y a un sujet, par exemple, tout ce qui est circulation, zone 30. Comment on arrive dans la position dans laquelle vous êtes, au sein du Conseil, à se mettre d'accord ? Par la discussion, par l'échange d'arguments, par la discussion fondée avec des... Et dans quelle mesure, pardonnez-moi, l'étiquette politique entre en jeu dans les séances de municipalité, en général, l'étiquette politique, elle reste à l'extérieur, sur le vestiaire. Donc, je dois dire qu'au sein, en tout cas à Gland, les discussions sont très ouvertes, très animées, mais structurées et constructives. Et franchement, l'étiquette politique, elle n'est pas au centre de la discussion du tout. Bon, on va quand même s'arrêter sur cette question de la circulation. Gérald Cretonny, la vision de la municipalité, oui, je vous envoie la patate à vous, monsieur le syndic. Objectif. Il y a Thierry qui vous prête le pot, c'est gentil. Je vous remercie. La vision de la mobilité, est-ce qu'on va avoir des zones 30 partout ? Est-ce qu'on va exclure l'automobile de certaines zones ? Alors, on n'exclut pas l'automobile. On a effectivement une planification de zone 30. Donc, actuellement, on est en train de terminer la deuxième phase avec la partie sous-gare. Et il y a encore une troisième phase qui est liée au quartier qui se trouve autour, je dirais, globalement autour de Cité Ouest. Donc, une fois qu'on aura fait ces 3 phases, on aura une grande majorité de zone 30. Il ne s'agit pas d'exclure les véhicules. Il s'agit simplement d'avoir quelques axes qui permettent
souhaite vraiment la pénétration dans la ville et ensuite d'agir par capillarité. Et c'est certainement, que je répète juste une petite boutade qui nous sortait l'un des responsables du service de la mobilité à l'époque, en nous disant votre avenue du Mont-Blanc, gardez-la sinistrée, ça vous évitera d'avoir toute la ville sinistrée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit agir de cette manière-là, mais ça signifie quand même que, en termes de véhicules, si on veut garder la tranquillité dans les zones d'habitation, il faut aussi agir finalement d'une manière construite. Et ce sera le mot de la fin, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. J'ai envie de vous dire finalement bonne chance au vu de ce que j'entends. C'est un sacré boulot. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Et avant de se quitter, je ne manque pas de souhaiter un très joyeux anniversaire à Raymond. Il se reconnaîtra. Très bonne suite de programme sur NRTV. À la semaine prochaine. Ciao.